Eh bien, bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre ce cycle. Alors aujourd'hui, c'est notre Benjamin, hein. C'est le genre de compositeur qu'il ne faudrait jamais élire aussi jeune, parce que imaginez que maintenant il va bloquer un siège pendant 50 ou 60 ans, avec tous les autres qui vont vouloir y venir. Heureusement, on en a quand même élu quelques-uns un peu plus âgés. Et puis je dois avouer que ce cycle est aussi une démonstration d'une chose à laquelle nous tenons beaucoup, c'est de rappeler que l'académie, ce n'est pas l'académisme. Et quand vous voyez une section de composition qui a aussi bien Bruno Mantovani que Thierry Esquèche, Régis Cambo et en même temps Edith Canachisi, ou bien votre serviteur Gilbert Ami, on est dans des esthétiques totalement différentes, et le tout dans un respect, une amitié, une curiosité et la seule volonté qui est de servir, car c'est à ça que sert notre académie, et notamment avec maintenant une grande politique de résidence, où nous allons avoir près d'une trentaine de résidents dans toutes les disciplines. Alors aujourd'hui, eh bien, on a la chance en plus que, bien que très jeune, permets-moi de te le dire, tu es encore quand même un très jeune compositeur, même si tu as déjà une expérience énorme, néanmoins, tu as déjà écrit 3 opéras, et donc c'est une perspective. Et tu m'as dit une chose qui m'a beaucoup touché au téléphone, c'est que tu m'as dit que du coup, pour faire ça, tu t'es replongé dans les 2 derniers et que ça t'a encore donné d'autres idées. Alors assez de blabla et place à Bruno. Bonjour et grand merci à tous pour votre présence dans cette petite heure. Merci mon perpétuel chéri à qui je dois tout. Il faut toujours commencer par le remercier en disant qu'on lui doit tout. Voilà, c'est fait, mais c'était sincère en plus. Je ne me suis même pas senti obligé de le dire. Parce qu'en effet, comme tu le disais, c'était l'occasion pour moi de me replonger dans 2 ouvrages déjà anciens, alors que je viens à peine de terminer le prochain opéra, dont on ne parlera évidemment pas, puisque tout ça est encore très secret. Merci aussi aux camarades des Beaux-Arts qui sont là et que je porte très fort dans mon cœur jusqu'à la fin des temps. Enfin, pas tout à fait, parce que vous savez, l'immortalité d'un académicien, elle est très très relative. Et puis, merci à tous d'avoir bravé le froid et la pluie pour être ici. Je suis heureux aussi que dans la salle, on ait Pascal Roffet parmi nous, parce que Pascal Roffet, qui est correspondant de l'Académie, a dirigé le premier opéra, a créé le 2e, et créera le 3e. Donc finalement, si je fais un petit malaise qui permettra de libérer mon fauteuil plus rapidement que prévu, Pascal pourra terminer la conférence à ma place. Alors, je vais essayer de gagner du temps tout de suite, et je me suis dit, vous savez, c'est un peu comme le système de la thèse en 180 secondes. Je me suis dit, voyons, si je pouvais résumer toute cette conférence en une seule phrase. Et puis, j'ai trouvé la phrase en question, donc je vais vous la dire, et après, vous pourrez être libre de partir, donc, puisque j'aurai pas grand-chose de plus à rajouter. La phrase en question, la voici, c'est « Je suis un compositeur français né en 1974 dont les grands-parents étaient italiens et espagnols. » Voilà. Alors, plus sérieusement, pourquoi cette phrase résume à peu près tout ce que je vais vous raconter maintenant? Bon, d'abord, je suis un compositeur français et j'écris en langue française. Et le français est une langue qui pose plein de questions quand on passe dans l'opéra. La question du E muet, la question du R roulé. Et on essaie tous, dans les langages les plus divers, comme le disait Laurent tout à l'heure, de trouver des solutions à une langue qui est presque problématique dans le genre de l'opéra, parce que la prosodie naturelle du français induit plutôt de la note répétée, de la psalmodie que de la mélodie. Donc, je suis un compositeur français, voilà déjà une piste de travail. Né en 1974 a assez peu d'intérêt. Ce qui a plus d'intérêt, c'est que ça permet de situer plus ou moins la naissance des grands-parents italiens et espagnols que j'ai cités en préambule. On peut se douter que, vu mon âge, mes grands-parents en question sont nés il y a à peu près un siècle, et que donc ce sont des gens qui ont vécu d'un côté le pouvoir italien, le fascisme italien, et de l'autre qui ont connu la dictature franquiste. Donc, si les grands-parents italiens ont plutôt fui l'Italie pour des raisons économiques, les grands-parents espagnols ont fui l'Espagne pour des raisons purement politiques dès 1936, et non comme certains réfugiés espagnols qui sont arrivés bien plus tard et qui, plutôt pour venir manger que par conviction personnelle, mais c'est un autre sujet. Ce qui signifie que finalement, dans mon sang coule une grande partie d'un esprit républicain, d'un esprit qui d'abord se méfie du pouvoir, le conteste si cela est nécessaire, mais aussi qui
peut aussi vous inciter à prendre le pouvoir, ou en tout cas prendre vos responsabilités si besoin est. Et en fait, la question de l'autorité, ça a été une question, j'allais dire, presque principale dans mon éducation au sens très large. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il peut y avoir un respect de l'autorité, mais il y a toujours eu aussi un irrespect de l'autoritarisme, c'est-à-dire de l'illégitimité du gouvernant. C'est une question fondamentale pour moi dans ma vie de personne, mais aussi en tant que compositeur, qui induit aussi une forme de révolte sociale, de révolte générale face à des pouvoirs qui pourraient s'exercer d'abord pour de mauvaises raisons et par de mauvais biais. Autre chose peut-être anecdotique, mais qui va continuer à vous donner quelques informations sur la suite de la conférence, c'est que l'Italie et l'Espagne sont quand même des pays de grande voix. On ne chuchote pas les grands hymnes verdiens, on gueule à Carmela quand on est un réfugié espagnol, on ne le chante pas à mezzo voce. Et il y a un goût chez moi, évidemment, pour les grandes voix, pour la projection. Et l'opéra, pour moi, c'est aussi le lieu des grandes voix et de la projection. La révolte face au totalitarisme, c'est donc un sujet qui m'anime en tant que personne et en tant que compositeur. Et il y a eu des révélateurs aussi pour ça, non seulement familiaux, mais aussi musicologiques. J'ai été élève au Conservatoire de Paris et un de mes maîtres s'appelait Rémi Stricker, professeur d'esthétique pendant une trentaine d'années, qui avait écrit un livre sur Mozart dramaturge, qui reste pour moi une référence, en expliquant combien les opéras de Mozart étaient le reflet de la biographie de Mozart, de l'évolution d'ailleurs de la vie de Mozart. Et là aussi, il y avait des passerelles évidentes entre la trajectoire d'un compositeur et la trajectoire d'un homme, et avec aussi un goût qui s'est affirmé pendant mes études, notamment au contact d'André Lischke, musicologue français et russe, sur les opéras historiques ou les opéras de la contestation. Les opéras de la contestation, ça va des Noces de Figaro, et même, on pourra en citer plein d'autres, hein, jusqu'à Boris Godunov pour moi. Voilà des modèles évidents. Je suis un compositeur italo-espagnol donc, et la relation entre l'individu, qui pourrait être un créateur, et le collectif est un sujet qui m'obsède. Les 3 opéras que j'ai écrits traitent d'ailleurs ce sujet, alors de façon très différente, on en parlera. On ne parlera donc pas du 3e dont l'encre est encore en train de sécher, mais on parlera des 2 premiers. Et vous verrez combien finalement ce triptyque, ou en tout cas ce duo pour l'instant, sont quasiment des opéras jumeaux. L'opéra est donc pour moi le lieu du politique. Tout ce préambule pour en arriver là. On parlera précisément du choix des livrets un petit peu plus tard. Mais je voulais peut-être rentrer tout de suite dans la matière. On va voir pas mal d'images, écouter pas mal de musique aujourd'hui, avec une scène chorale. Parce que le chœur, c'est forcément l'instrument du politique, c'est la collectivité. Et quand on parle d'exercice du pouvoir, on l'exerce sur un peuple. Le peuple, c'est ce qui n'exerce pas le pouvoir. Et donc, je voudrais vous présenter une première scène. Je ne vais pas vous en dire trop. Un chœur qui déplore la mort d'un dictateur que vous reconnaîtrez aisément parce qu'on voit une vidéo qui précise son identité. Sans vouloir jouer à Question pour un champion, il est mort le même jour que Serge Prokofiev, donc certains auront déjà compris de qui je veux parler. Et le chœur chante « Où es-tu, notre père aux yeux verts? Pourquoi nous as-tu abandonnés? Tu as libéré notre vie. » Alors il y a évidemment un double sens dans cette scène, hein. Il n'y a pas juste un syndrome de Stockholm, mais il y a aussi un peuple qui est à la fois totalement conscient d'être sous une chape de plomb et qui peut-être force le trait dans cette déploration pour bien faire comprendre qu'il s'agit plus d'une libération que d'autre chose. J'en dis pas plus.
Il s'agissait donc du peuple russe déplorant la disparition de Staline dans un opéra qui a été créé en 2011 à l'Opéra Bastille sous la direction de Pascal Roffet, donc, et d'un opéra qui s'intitulait Akhmatova, qui est donc une biographie, un biopic comme on dit maintenant, de la poétesse Anna Akhmatova et de son rapport avec la politique. On parlera évidemment plus en détail de cet ouvrage un peu plus tard. Ici, le peuple semble comme résigné par un pouvoir totalitaire. Mais cette question du peuple qui se révolte, elle est aussi centrale dans ma production. On va imaginer une autre forme de dictature maintenant, cette fois-ci imaginaire, une dictature dans une société pseudo-idéale dirigée par un certain Klaus Patera. Cette société s'appelle Perle. Patera se voit contesté par le peuple et surtout par un homme, un libérateur qui s'appelle l'Américain. Je vous en dirai plus sur l'argument, mais l'histoire date de 1909, donc déjà en 1909, certains auteurs avaient l'intuition que les Américains avaient une forme d'impérialisme ancré dans leur culture, ce qui est assez intéressant. Un vendeur de journaux donne des informations sur ce fameux Américain, le libérateur qui est venu détrôner Patera. Le peuple essaie de tuer l'Américain, mais l'Américain se saisit d'un pistolet et tue une personne du peuple et retourne le peuple. Parce que c'est intéressant aussi de voir comment on peut retourner une opinion publique assez facilement. Et le peuple, du coup, s'attaque à tous les représentants du patérisme, vous me pardonnerez ce barbarisme, c'est-à-dire son coiffeur, son éditeur et un médecin. Un peuple manipulé, mais un peuple qui se révolte. Voici une scène de l'autre côté, qui est mon premier opéra, qui a été créé en 2006 à l'Opéra national du Rhin. Donc un vendeur de journaux dit « Demandez la voix, demandez la voix ». La voix, c'est le nom du journal local. Demandez la voix, demandez la voix. Le temple a disparu dans les flots. Les Grecs ont péri. L'Américain à l'avant. Le trésor est vide. Aucun dépôt. A décidé d'amnistier tous les crimes et tous les délits. Il a donné l'ordre de faire ouvrir la prison d'État. C'est déjà fait. Citoyens, je vous ai ouvert les yeux. Ne les refermez pas. Vous serez frappés d'étonnement quand vous sortez d'ici. Le soleil ramènera le rose sur vos joues blafardes. Avant Patera! Comment pouvez-vous soutenir si gnocchi? Pour la chair et que la volonté de la chose en soi de pénétrer dans les choses. Mais pour les contraintes
J'allais y venir, je te remercie de me faire la transition. C'était donc un extrait de L'autre côté, un opéra qui a été créé donc à l'Opéra national du Rhin. C'était l'Orchestre national de Strasbourg et les percussions de Strasbourg qui étaient disséminées dans la salle, non pas sous la direction de Pascal Roffet, et c'est bien dommage, dans une mise en scène d'Emmanuel de Marci-Motta, Armatova ayant été mis en scène par le regretté Nicolas Joël. Donc, je suis conscient. Bon, d'abord, ça, c'est pas une prise Radio France, donc évidemment, c'est plus difficile de comprendre ce qui se passe, mais depuis dans le Capharnaüm qui est présent, de toute façon, peu importe. Je suis conscient que le visionnage de ces deux scènes de chœur vous laisse un peu en déficit d'informations sur les deux ouvrages. Je voulais commencer par un ordre un peu transversal pour vous faire pénétrer directement dans le vif du sujet. Et dans ce rapport à la collectivité, juste pour anecdote, cette scène est la première scène de chœur qui succède à une autre scène de chœur qui était une orgie. Donc vous voyez, on est en pleine décadence depuis un bon moment dans cet opéra. C'était aussi l'occasion de, je ne sais pas, d'utiliser peut-être des situations qui ne sont pas courantes sur scène pour pouvoir essayer de renouveler mon propre langage. Alors, pour les deux ouvrages dont on vient de voir des extraits, la démarche était la même pour le choix du livret. D'abord, je savais ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas un mythe classique. Je ne voulais pas un opéra non plus conceptuel. Pour moi, un opéra, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est un opéra, c'est une histoire avec un début, un milieu et une fin, avec des personnages incarnés, avec un argument. Je ne voulais pas juste un système dramaturgique qui tourne sur lui-même. Je ne voulais pas non plus un opéra d'actualité dans le sens Nixon in China, c'est-à-dire un opéra qui traiterait d'un événement qui s'est véritablement passé dans l'actualité proche. Je voulais donc un opéra, et c'est valable pour les deux, politique. Je voulais donc parler de l'exercice de l'autorité et de l'autoritarisme face à des créateurs, et puis des sujets peut-être un peu plus intemporels. Les trois opéras que j'ai écrits traitent donc de la relation entre un créateur et une dictature. Dans le cas de L'autre côté, c'est un graveur, et le livre originel, L'autre côté, a été écrit par un graveur, donc Alfred Kubin, dont vous avez peut-être vu des expositions, notamment il y a eu une rétrospective au musée d'art moderne il y a fort longtemps. Mais Kubin a écrit ce livre fantastique qui s'appelle L'autre côté, et donc que j'ai mis en musique. Ce qui est étonnant, et je me tourne vers Laurent, c'est que si je prends la production de celui qui m'a précédé sur mon fauteuil, Jean Prodromides, il y a aussi chez lui, et notamment dans Goya, quelque chose qui traite du rapport entre la création et le pouvoir. Voilà, c'est les hasards des fauteuils de l'Institut. Mais je dois dire que c'est assez touchant de réfléchir à ça. C'est comme si le fauteuil était marqué rapport politique. Si on remonte à Aubert, d'ailleurs, qui était sur notre fauteuil, il y a aussi chez Aubert ce rapport-là. Donc peut-être que ce fauteuil est hanté par une forme d'anarchisme communisant. Je suis très heureux d'en être, en tout cas. Le livret de L'autre côté a été écrit par François Regnault, d'après Alfred Kubin. Cette dictature, dans L'autre côté, elle est exercée par un sortilège. Je vous disais, c'est un opéra fantastique, et ce sortilège vient régir une société où on refuse tout progrès, 1909 j'insiste, une société où pour passer la frontière de Perle, il faut laisser tous ses anciens vêtements, etc., et laisser toute idée de progression. L'idée venait de François Regnault à partir de mon catalogue que j'avais fixé, donc le fantastique, le politique, etc. Le personnage principal, il est en scène pendant 2h30, il est ici incarné par Fabrice Dalis, et je voudrais vous montrer non pas la scène, non pas l'introduction, mais la première scène, celle de l'invitation. Alors c'est le même chanteur qui chante l'américain et l'émissaire de Patera. Mais je voulais vous montrer combien, dès le début, j'essaie de planter le décor. J'aime pas non plus les opéras où on comprend ce qui s'est passé à la toute fin. J'aime bien que dès le début, on vienne prendre la main du spectateur. Et c'est ce qui se passe là. L'émissaire arrive et invite le graveur à venir dans cette cité idéale. Entrez. Puis-je, s'il vous plaît, entretenir une demi-heure avec vous?
très bien de vous. Cet homme possède des richesses inouïes. Je parle de Klaus Patera, votre ancien camarade d'école. Patera est parvenu au pouvoir, le plus grand peut-être qui soit au monde, l'Empire du rêve. Une aire de 3000 km², un pays très montagneux, une plaine et des collines, de grandes forêts, un lac et une rivière. On a construit des villes, des villages, des fermes. Maintenant, l'Empire du Rêve compte 65 000 habitants. Continuez. Patera a une aversion profonde contre tout progressisme. Tout progressisme scientifique, c'est l'idée maîtresse de l'Empire du Rêve. L'Empire est séparé du monde par un mur d'enceinte. L'Empire est protégé contre toute invasion. Un portail unique permet l'entrée dans l'Empire. L'Empire du Rêve, lieu d'asile de tous les insatisfaits de la civilisation moderne. Non, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un état de l'avenir. Tout homme qui est accueilli chez nous est prédestiné. Que se passe-t-il dans l'Empire du Rêve? Comment évitons? À cette question, je ne devrais pas vous répondre. Une vie spirituelle au suprême degré, la douleur et la joie de ses contemporains étrangers aux rêveurs, dont gens, les gens du rêve, ainsi se nomment-ils, ne connaissent que des atmosphères. Le rêveur ne croit à rien d'autre qu'au rêve. Que voulez-vous de moi? Klaus Patera, le maître absolu de l'Empire du Rêve, m'a délégué pour vous transmettre une invitation à venir vous établir dans son pays. Certes, je suis enthousiasmé, mais je veux en parler à ma femme. Peut-être serez-vous rassuré en examinant ce portrait. Klaus Patera, comme au lycée de Salzbourg. Tout tenez-vous ce portrait? Après le lycée de Salzbourg, votre ami s'est enfui en compagnie de tziganes. La Hongrie, les Balkans, dompteur à Hambourg, marin, pour finir la Chine, Canton. Sauver une Chinoise de la noyade, l'épouse d'un des hommes les plus riches du monde, adoptée par eux. 3 ans d'errance dans l'Asie centrale, mort de ses parents adoptifs, devenu l'unique héritier d'une fortune fabuleuse. Et maintenant, l'Empire du Rêve. Si tu veux, viens. Si tu veux, viens.
C'est amusant, mais les deux chanteurs qu'on voit là sont deux chanteurs qui ont chanté dans les deux opéras que je vais vous présenter aujourd'hui. Fabrice Dalis donc et Lionel Peintre, qui est vraiment un des grands diseurs de la langue française sur scène. On entend aussi de temps en temps des sonorités un petit peu étranges, pourtant il n'y a pas d'électronique dans aucun des deux d'ailleurs. C'est le chœur qui est en coulisses et qui vient prolonger certains mots. Du reste, dans l'autre côté, il y a les percussions de Strasbourg, comme je disais, qui sont installées dans la salle, ce qui fait que dans les deux cas, alors c'est pas forcément visible, enfin perceptible à l'enregistrement, mais il y a aussi cette volonté de créer un espace qui dépasse juste la frontalité entre la scène et la salle. Donc, dans les deux cas, un héros omniprésent, un opéra qui débute dans cette situation-là, dans une forme de légèreté, mais avec un caractère qui est déjà très marqué, même s'il est déjà sous influence. 5 ans après, dans Akhmatova, l'introduction, elle est hors action. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de parler d'un créateur et de le montrer sur scène sans le montrer dans sa création. Et en même temps, la poésie, les poèmes, ne sont pas les genres de la représentation. On sait bien ça parce que, par exemple, les grands compositeurs de Lieder n'ont pas forcément été des grands compositeurs d'opéra, et vice-versa. Il y a un exemple extraordinaire d'opéra qui fonctionne là-dessus et qui est assez peu connu, qui s'appelle Alfonso und Estrella, qui est un des opéras de Schubert, qui est, comme souvent chez Schubert, un opéra pas très abouti. La pudeur schubertienne est quasiment incompatible avec la scène, avec le fait que sur scène on montre. Mais il y a dans Alfonso une scène qui est absolument extraordinaire où un vieux roi vient raconter une histoire à sa fille. C'est un moment où il y a la harpe qui apparaît, ce qui est rare à l'orchestre d'opéra à l'époque. Et Schubert bascule dans une écriture de Lieder, en fait, alors qu'on est en train de voir une action depuis un bon moment, depuis plus d'1 heure. Et je voulais commencer cet opéra sur Akhmatova par un moment où elle chante totalement déconnectée d'une représentation. Et qu'est-ce qu'elle chante ? Eh bien, évidemment, elle va chanter du Akhmatova. Donc, elle chante un poème dans la traduction française. « Éloigne ce verre où nous buvions de l'eau et du vin, doux. Plus de baisers le matin et de soir ensemble à la fenêtre, ton signe est le soleil, le mien la lune, mais nous vivons d'un seul amour. Je sais, ton amie joyeuse est toujours avec toi, mais je comprends l'effroi dans ses yeux gris. Ta voix chante dans mes poèmes. De ce bûcher, ni l'oubli ni la peur n'osent approcher. Ah, si tu savais comme j'aime tes lèvres roses sèches. » Vous allez voir ce poème qui est totalement hors cadre. On entend juste un alto, une clarinette et un accordéon. Je précise que l'orchestre d'Akhmatova est gigantesque. Il y a 5 corps, 5 clarinettes. Enfin, c'est avec ses sonorités d'orgue. Et puis tout bascule quand les émissaires du KGB viennent vérifier, viennent exercer une pression, en fait, une forme de harcèlement sur Akhmatova, mais je reviendrai un peu plus tard sur l'argument. Je précise que le tableau que l'on voit, qui représente Akhmatova, était peint par un de ses anciens amoureux, qui n'était autre que M. Modigliani. Donc on a eu l'autorisation d'utiliser ce tableau-là pour la mise en scène. Voilà l'extrait. Toujours pas compris le nombre de pressions qu'il fallait faire sur l'écran, pas sur la politique.
Je sais ton âme joyeuse et toujours avec toi. Mais je comprends l'effroi dans ses yeux gris. Ta voix chante dans mes poèmes. Ce bûcher, ni l'oubli, ni la peur n'osent t'approcher. Si tu savais comme j'aime tes lèvres roses sèches. Tes lèvres roses sèches. Que voulez-vous? Pourquoi revenez-vous encore? Vous avez déjà tout pris. Arrêtez de crier comme ça. Vous allez réveiller Pauline. Regardez, ils sont encore. Est-ce vous qui leur avez ouvert la porte? De quoi parlez-vous? Je ne vois personne. Vous feriez mieux de moins voir. Et de dormir comme les autres. Vous allez porter malheur à cette maison. Passant un petit peu d'émotion, que je réécoute le début parce que toute la cadence d'alto initiale avait été écrite pour Laurent Vernet, qui était alto solo de l'Opéra de Paris et qui est mort prématurément il y a 1 ou 2 ans. C'est toujours assez agréable de voir un ouvrage qui a été aussi capté par François Roussillon, parce qu'on voit tout de suite la qualité de la façon dont il filme les chanteurs, qui est assez exceptionnelle. L'argument d'Armatova, il est donc la vie de cette poétesse, c'est-à-dire d'abord l'ambiguïté de sa relation au pouvoir, c'est-à-dire Staline admirait Armatova, mais ne voulait pas non plus que sa popularité soit un appel à la liberté. Donc Staline avait trouvé une façon assez pertinente de faire pression sur elle, c'était d'emprisonner régulièrement son fils, qui était Lev Goumilov, qui est mort il y a assez récemment, d'ailleurs, il y a une 30aine d'années, et qui était un anthropologue et linguiste assez contestataire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Lev a toujours reproché à sa mère de ne rien faire pour lui, en disant, mais en fait, toi, tu es dans ta création, pendant ce temps-là, moi, je suis dans les geôles staliniennes. Ce qui fait que, finalement, je me suis rendu compte que cet opéra, qui est un opéra politique, est devenu progressivement, au fil de l'écriture, un opéra qui traite d'un sujet et je vous mets au défi de trouver dans le passé un autre opéra qui traite du même sujet, et pourtant, ça semble tellement évident, qui est la relation entre une mère et un fils. Et si vous cherchez bien, il n'y a aucun opéra de l'histoire qui ait traité cette relation-là, alors qu'on pourrait penser mère-fille, il y en a des tonnes, père-fils, il y en a des tonnes, Idoménée, etc. Mais mère-fils, ça n'existe pas. Je sais pas, c'est assez étonnant. Et donc, quand on écrit un opéra,
Il y a aussi des passages obligés pour moi. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de ça. Je parlais des scènes de chœur, mais il y a le duo d'amour aussi, qui est presque un passage obligé quand on écrit un opéra. Et là, le duo d'amour qu'on va voir, c'est un duo de rupture. Le duo de rupture entre Anna Akhmatova et son fils. Il conclut l'opéra vocalement, c'est-à-dire qu'après ce duo, il y a non pas une ouverture, mais une fermeture d'opéra, c'est-à-dire un grand mouvement symphonique qui dure presque un quart d'heure, sans qu'il y ait le moindre chant, à part 4 petites choses qui sont dites vers la fin. Et pour moi, c'était important d'avoir ces espèces de modèles de typologie du passé, parce que tout spectateur a besoin aussi de se raccrocher à des choses, et on ne peut renouveler le langage que si la forme, elle, donne de temps en temps des points de repère, des accroches. Je vous propose de regarder le début de ce duo de rupture entre Akhmatova et son fils. Dans ces glaces, mais je l'entends gronder, chantant sans fracas. Il ne s'apaise plus, il ne m'obéit plus. Devenue aveugle et sourde, pour rire comme le grain dans la terre. Ses cendres comme un phénix et s'élève l'été bleu. Voilà 4 ans que je t'attends. J'avais compris que tu ne viendrais pas tout de suite. Tu as beaucoup changé. Je suis rentré avant-hier.
je suis très fatigué. J'ai déjà vu mes amis me font manger toute la journée. Je travaille déjà beaucoup. J'ai beaucoup écrit là-bas, j'ai appris le persan. J'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie. Mais maintenant, je vois clair. Nous, des écrivains, me demandent de traduire Emerson. Veux-tu que nous le fassions ensemble? Je n'ai pas le temps. Je dois finir ma thèse. Ils me soutiennent à nouveau et nous avons besoin d'argent. Mais je ne veux pas. Je dois finir mon travail. Tu crois vraiment qu'ils vont te faire docteur? Tu donnais des élèves à toi, tu veux tout du camp. Mon pauvre enfant, Pourquoi me dites ça? Pourquoi? Ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas écrit. je ne sais pas écrire de lettres. Tu n'as jamais beaucoup écrit de toute façon. Quelques cartes postales. J'aurais préféré ne pas les recevoir. Je voyais dans l'écriture et des mots convenus. Je ne voulais pas te faire conquérir. Je ne peux pas évidemment ne pas citer Janina Bechley, qui est la chanteuse qui tient le rôle d'Armatova, et Attilakis qui joue son fils. Autre forme importante quand on écrit un opéra, c'est forcément l'air, l'aria. C'est pas très drôle, hein, tous les livrets aujourd'hui. Je vous promets que le 4e, ça sera un opéra comique, hein, sur la vie des Schtroumpfs, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais je pense que Laurent, tu me donneras des idées là-dessus. C'est une aria donc qui est consacrée, qui est donnée à Koubine, au personnage principal de l'autre côté, qui fait part à la fois de son désespoir en constatant la fin de l'empire du rêve. Et là, ce qui m'amusait, c'était aussi d'avoir une espèce de fond sonore qui soit assez impalpable, aussi dévolu aux percussions de Strasbourg, et qui marque pour moi une forme d'abstraction, de passage à l'abstraction, cette société qui s'effondre et qui se désagrège. Je suis au bord du fleuve. Je sens au fond de mon cœur figé le malheur des citadins du rêve m'étouffe. Les hommes du rêve, les troubles visuels à l'Élysée.
Voix des hommes doubles, multiples, innombrables, nos coups deviennent faux, des suicides collectifs. Je souhaite la mort. Une masse d'immondices, d'ordures, de cadavres, de sang coagulé. Lui, dernier rêveur, patrouge, il ne parle plus. C'est apothéose, l'œuvre des pater. Il ne laisse à son successeur que des excréments. Que tout finisse dans cette nuit d'épouvante. Ah, se laisser glisser dans ces eaux troubles. Alors, il y a une conférence géographie à 17h45. On a bien précisé qu'à 17h15, il fallait que l'on quitte la salle pour la laisser aux confrères de l'Académie des sciences morales et politiques. Mais peut-être le temps de conclure. J'aurais aimé vous passer un autre extrait, mais on va s'abstenir, qui était sur le rôle de l'orchestre. Parce que l'orchestre, comme vous le voyez, c'est un personnage éminemment important pour moi. C'est aussi le moteur de l'action et il n'y a pas de bon opéra sans bon orchestre. L'opéra, c'est vraiment l'art de la narration et de la dramaturgie. Et il est avant tout théâtre. Il aurait fallu énormément de temps pour vraiment entrer dans la matière des ouvrages passés. Mais ce qui me semblait peut-être important à dire, sous forme de synthèse, c'est que l'opéra, c'est aussi un équilibre entre le continu et le discontinu. Quand je vous parlais de ces petits numéros, donc l'aria, le duo, on a des compositeurs qui ont essayé de créer un langage continu. Alors on dit que Wagner aimait la continuité dans l'opéra, sauf que finalement, si on regarde bien, il y a toujours des récitatifs et des airs quelque part. Schumann a essayé dans Genoveva d'écrire un opéra qui n'est pas vraiment un numéro, où il n'y a pas de récitatif en tant que tel. Et Genoveva est un morceau de musique absolument génial, exceptionnel, d'une invention confondante, mais ne marche pas vraiment sur scène, parce que c'est plus un poème symphonique chanté ou une cantate ou un oratorio qu'un opéra. C'est aussi pour moi donc ce conflit, comme vous l'avez compris, le conflit est quelque chose de très important pour moi, de générateur d'idées, donc de conflit entre
l'individu, le cœur, entre le chant et l'orchestre, aussi peut-être entre la psychologie et le symbole. Il y a un compositeur qui pourrait résumer ça très bien, qui est Mozart, parce qu'on passe d'un opéra de psychologue, si on prend Idoménée, puis évidemment, peut-être plus que tous les Noces, et on arrive à la fin de sa vie, de sa si courte vie, à un opéra beaucoup plus conceptuel, symbolique, la flûte enchantée, évidemment. Et déjà, peut-être certains aspects de Cosi dans l'écriture très coloriste, un mot qui paraît totalement anachronique, mais qui se prête tellement bien à Cosi fan tutte. Ce sont ça, en fait, qui ont été les modèles absolus. L'opéra, c'est le lieu de la synthèse aussi. J'ai tendance à mettre au service d'un texte dans l'opéra ce que j'ai appris par ailleurs. On est dans une époque de synthèse. Laurent, tu as ouvert cette séance en évoquant la joyeuse diversité esthétique de notre section à l'Académie des Beaux-Arts. Mais à l'intérieur de chaque production, il y a aussi une forme d'hétérogène acceptée, chez toi aussi d'ailleurs. La guerre des écoles ou l'affirmation des écoles, elle appartient au passé. Aujourd'hui, quel compositeur pourrait se dire chef de file? Personne, je pense qu'on est tous plutôt dans une forme de synthèse de ce qui nous entoure, nous précède directement. Et Mozart, par exemple, était dans une époque de synthèse. Beethoven, beaucoup moins, mais Mozart, oui, à l'évidence. Parce que si vous écoutez les opéras des contemporains de Mozart, y compris de Haydn, il y a beaucoup de tournures qui peuvent être communes. Mais après, c'est le dramaturge qui fait la différence. L'opéra, c'est aussi un art collectif. J'ai parlé du librettiste François Regnault pour l'autre côté. François Regnault, qui a été pendant très longtemps le dramaturge de Patrice Chéreau, et puis d'Emmanuel de Marcimotta, et qui est ce normalien à l'origine qui a beaucoup travaillé dans le théâtre. Pour Armatova, c'est quelqu'un qui est très cher, qui est Christophe Gristi, normalien lui aussi, et sans vouloir spoiler, comme on dit, le prochain, ça sera aussi un normalien qui en écrira le livret. Mais Christophe Gristi, patron du théâtre du Capitole, donc des gens qui ont à la fois une connaissance aiguë de la narration, une connaissance aiguë de la littérature et aussi une connaissance aiguë de la scène. Je crois que finalement, les deux personnes qui créent un opéra doivent se retrouver sur cette valeur de la scène. Un opéra pudique, comme je le disais à propos de Schubert, ça ne sert finalement pas à grand-chose. Autant écrire un autre genre. Et d'ailleurs, l'opéra n'est pas un genre suprême. Il y a des très grands compositeurs qui n'ont jamais vraiment écrit d'opéra. Si on prend Gustave Mahler, en dehors de quelques essais de jeunesse, mais on peut aussi avoir des dramaturgies qui échappent totalement à la scène et être des compositeurs très, très aboutis. Quand je parle d'aventure collective, c'est aussi le metteur en scène, c'est aussi tout ce qui relève de la technique, c'est aussi un éditeur, cher Pierre Lemoine, parce qu'un opéra, c'est aussi tout un tas de choses à faire, notamment une réduction. Un chanteur ne travaille pas sur une partition d'orchestre, et c'est souvent l'éditeur qui se charge de ça. Je pense que ce qui est important, c'est de considérer que l'opéra, c'est un vrai chantier, parce qu'il implique beaucoup de monde et il doit être très, très, très en amont. Et finalement, il y a aussi un point commun et évident entre les deux ouvrages dont je vous ai parlé, c'est les opéras dont il y a un individu qui marque le terrain, qui marque vraiment la scène. Pour Armatova, c'est Armatova, et puis pour le premier, c'est cette figure d'Alfred Koubin. Et quel que soit le livret, on écrit aussi dans un opéra ce qu'on n'a pas pu écrire dans le précédent. Vous savez, il y a une phrase dans un des écrits de Mozart, que je ne vais pas citer littéralement, vous ne m'en voudrez pas, mais où Mozart répond à certains reproches qu'on lui faisait sur l'enlèvement, et il dit « mais ce n'est qu'un opéra ». En gros, on verra dans le prochain. Et je crois qu'on résout toujours dans un opéra ce qu'on n'a pas fait dans le précédent. Mon premier opéra est un opéra très masculin, avec cette figure de Koubin omniprésente. Le deuxième opéra, avec Anna Armatova, qui est là du début à la fin, est beaucoup plus féminin. Armatova est accompagnée d'une figure qu'on a vue dans le tout premier exemple, qui est Lydia Tchoukovskaya, qui était sa confidente. On a un livre exceptionnel qui nous a beaucoup servi à Christophe Gristi et à moi-même pour le livrer, qui est le journal de Lydia Tchoukovskaya, et qui est un journal assez précis, donc finalement on sait à peu près au jour le jour ce que faisait Armatova. Le prochain opéra, dont je ne peux pas trop parler, il sera aussi sur cette thématique du rapport de la création et avec la dictature. On y parlera de la collaboration des intellectuels français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vais encore me faire des copains. Mais je crois que
il n'y a pas de volonté, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de volonté de dire, tiens, je veux quelque chose qui vienne résoudre mes questionnements d'être humain. Mais finalement, on est comme happé par une espèce de, je sais pas, de subconscient qui vient vous retenir et vous rattraper. Et le choix d'un livret, c'est pas du tout, c'est finalement quelque chose d'assez autobiographique. L'opéra n'est pas le lieu d'une psychanalyse, mais l'opéra est le lieu où on vient peut-être traiter les problèmes qui nous semblent fondamentaux. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire en 1 heure pile. Donc, il nous reste non pas 15, je suis désolé d'avoir grignoté 1 minute, mais c'est la faute de Laurent Petit-Girard. Et je crois que les questions sont ouvertes pour 14 minutes. C'est bien ça, cher Laurent? Donc, s'il y a des questions, vous avez des petits boutons avec des petits micros sur chaque pupitre. C'est une très bonne question. Alors, je cherche à savoir toujours ce qu'il y a derrière une question. Et je pense qu'en effet, dans les extraits nombreux que je vous ai présentés, bon, surtout que là, c'est une diffusion, voilà, dans un auditorium plutôt pour conférence, il y a plein de sonorités qui peuvent paraître étranges, voire électroniques, alors que dans les 2 œuvres, il n'y a strictement aucune utilisation des lutheries modernes, synthétiseurs ou transformation IRCAM. Moi, j'ai été formé, enfin, mon oreille a été formée par 2 choses quand j'avais 15-16 ans, par la pratique de l'écriture harmonie, contrepoint, enfin, ce qu'on fait pour former son oreille quand on est très jeune musicien, et par la pratique de la musique électroacoustique, avec à l'époque les magnétos à bande. Vous savez, il n'y avait pas d'ordinateur pour faire du montage quand j'avais 15 ans. Et les 2 plus grandes leçons de contrepoint sont d'une part la pratique du contrepoint rigoureux, et d'autre part la superposition de 2 bandes qui donne un résultat qui n'est jamais une somme, qui est beaucoup plus qu'une somme, qui est presque une multiplication. C'est-à-dire, si vous passez 2 strates superposées, en fait, elles établissent comme un dialogue. Et l'électroacoustique a été, j'allais dire, fondamentale dans la formation de mon oreille. Je l'ai pratiqué pas mal jusqu'à, en tout cas, pendant mes études au Conservatoire de Paris. Et puis, quand j'ai quitté le conservatoire, que j'ai commencé ma carrière de musicien, en dehors de 2 œuvres, dont la dernière date de 2009, qui s'appelle Le Livre des Illusions, qui est une œuvre pour orchestre électronique, inspirée par la gastronomie de Ferran Adrià, donc ce cuisinier qui arrive à recréer des sensations totalement nouvelles dans des plats, dans ce qu'il cuisinait à l'époque, dans ce restaurant qui s'appelait Louis. Et j'ai essayé d'utiliser l'électronique pour créer justement ce monde inouï. L'électronique pose 2 problèmes pour moi. Un problème d'inertie, c'est-à-dire que quand j'écris Do au hautbois avec un forté sur une partition, il existe. Le média informatique, et ce n'est pas du tout un jugement, hein, c'est un jugement de moi plus que de la machine, est forcément plus lent parce qu'on ne s'exprime pas de la même façon. Il y a une inertie liée au média lui-même, même si les machines sont de plus en plus rapides et intuitives. Et le deuxième problème, c'est qu'à partir de 2010, j'ai commencé à diversifier mon activité vers la direction d'orchestre, mais aussi vers la direction d'institutions. Le Conservatoire de Paris, puis maintenant le Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, le Printemps des Arts de Monte-Carlo, etc. Et trouver un mois pour m'installer dans un studio à l'IRCAM ou au GRM ou ailleurs, peu importe, est quasiment impossible pour moi. Donc j'en retire plein de choses, mais je n'ai pas la possibilité matérielle de passer à la pratique. Il faudra attendre la retraite, et comme elle va être repoussée à partir de demain, il faudra attendre encore un petit peu de temps pour pouvoir s'y mettre. Je vais en profiter pour te poser une question, le temps que d'autres se préparent. D'abord, une remarque, c'est que c'est extraordinaire. Absolument tout ce que tu as dit sur le livret, c'était exactement la même approche et la même conception dans des langages totalement différents. Ça prouve qu'il y a quand même des fondamentaux. J'ai remarqué une chose, notamment dans ton deuxième opéra beaucoup, c'est notamment avec ces parties incroyables de clarinette, mais pas seulement, on a l'impression de temps en temps, la sensation que tu utilises l'instrument solo pour continuer à dire quelque chose que la voix ne peut pas faire. Alors, il y a un modèle là-dessus évident, mais je pense que tu y penses et que tu veux que je le dise, donc je vais le dire. Lui aussi, je commence à le connaître. C'est la Clémence de Titus, qui pour moi est un opéra raté. Alors, vous avez le droit de m'envoyer toutes les tomates du monde, mais où, vous savez, il y a plusieurs airs avec cordes bassées obligées,
et où finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus réussi dans la Clémence de Titus, c'est cette façon qu'a Mozart de donner le discours un petit peu ailleurs de l'endroit où on l'attend, c'est-à-dire dans le texte, qui est finalement assez conventionnel, le texte de la Clémence de Titus. Et donc, tout est prolongement. Alors, je vais te répondre aussi, parce que là, j'ai répondu à ta question, mais je vais faire un deuxième degré. J'ai eu beaucoup de mal à commencer le prochain opéra. J'ai écrit 22 débuts, pour dire la vérité, et j'ai jeté. Et puis, à un moment, j'ai commencé pendant le premier confinement, qui est une période fastueuse pour les compositeurs, parce qu'on avait le temps de composer, et ça, c'était formidable. Il ne faut pas le dire non plus. C'est vrai que c'est enregistré et diffusé. Donc. Mais j'ai commencé à avancer à partir du moment où je me suis dit, bon, c'est plus un opéra, c'est une symphonie dramatique à la Berlioz, à la Damnation de Faust, on va dire. Et c'est là où les choses se sont un peu déverrouillées. Finalement, c'est devenu un vrai opéra. Mais il arrive qu'on subisse le mot plus qu'il nous motive ou il nous serve. C'est surtout si vous écrivez beaucoup d'œuvres instrumentales, après mettre en musique « Bonjour, je suis arrivé », ça vous paraît presque fastidieux, presque pesant, presque artificiel. Et il n'y a rien de pire que de vivre l'opéra comme une forme artificielle. Donc, pour te répondre encore, bien sûr que la clarinette ou d'autres instruments viennent commenter, viennent prolonger, et on a ça chez Beethoven dans Fidelio, qui est un opéra d'ailleurs dont je n'ai pas parlé, et qui est pour moi un modèle du genre. Même si tout le monde trouve très étrange que ça commence comme un drame bourgeois pour dévier vers un opéra idéologique, bah justement, ça s'appelle le suspense pour moi, de nous faire croire qu'on va dans une petite chose assez légère, et puis finalement on bascule la prison, etc. Bon. Et bien, en fait, il faut laisser toujours la place à l'opéra. Il faut laisser un peu la place à la mise en scène, il faut laisser un peu la place à l'orchestre, un peu la place aux instruments solistes, la place au texte. Et donc, c'est aussi une vision très globale qu'induit le fait d'écrire un opéra. Si on écrivait un opéra comme on écrit un quatuor à cordes, il serait forcément trop chargé. En tout cas, si mes quatuors à cordes à moi, ça c'est sûr. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que tous ces artifices, le commentaire par un soliste, comme tu viens de le souligner, la prééminence de l'orchestre à certains moments, ou l'électronique, qu'il n'y a pas dans mes opéras, mais madame, ça aurait pu être le cas, sont en fait juste des moyens de nourrir une dramaturgie. Et c'est en ça que l'opéra est théâtre, c'est un théâtre du son aussi. Tout est bon pour faire un opéra, enfin le meilleur opéra possible. Un bon opéra, ça je ne suis pas sûr. Mais donc, tous ces moyens-là, ces prolongements de la voix par des instruments, sont aussi en effet une façon d'aller un peu plus loin. Il y a le mot et puis il y a le commentaire du mot. Et souvent, ils sont simultanés. Enfin, ils peuvent être simultanés. Je vois qu'il reste 7 minutes avant que... C'est ça le problème des grands compositeurs, mon cher, c'est qu'ils sont intimidants. Oui. Mais n'hésitez pas. Ah, il y a une question, monsieur. Peut-être une question hors sujet. Vous avez composé la musique d'un ballet au moins, Siddhartha. Vous avez le micro, monsieur. Vous avez composé la musique d'un ballet, Siddhartha, là, sur une chorégraphie de Paul Jocage. C'est sans doute complètement différent d'écrire un opéra et d'écrire une musique pour un ballet. Est-ce que... Alors... Vous parlez d'un confrère, puisqu'Arjun a été élu dans la section danse. J'ai écrit 3 ballets, en fait. Le plus récent n'est pas Siddhartha, c'est un ballet pour l'opéra de Monte-Carlo, pour les ballets de Monte-Carlo, pardon, pour Jean-Christophe Maillot. Oui et non. Oui, parce qu'il n'y a pas le texte, mais le texte, c'est le geste. Oui, parce que si je contrôle le texte... Je ne contrôle pas le geste, puisque je n'ai aucune idée de ce que va faire le chorégraphe quand il va le mettre, enfin le chorégraphier, quand il va chorégraphier ma musique. Non, parce que le ballet peut être narratif aussi. Alors là, il y a 2 exemples. J'ai hélas pas les vidéos avec moi, je ne m'attendais pas à la question, mais ça pourrait être intéressant. Donc Siddhartha, qui est un opéra narratif avec une histoire qu'on connaît tous, celle de l'homme qui va devenir Bouddha, en gros. Voilà, ça pour faire très très rapide. Et quand j'ai fait le dernier ballet donc avec Jean-Christophe Maillot, on s'est réunis dans un restaurant. Le rendez-vous a été excessivement court. J'ai dit, est-ce que tu as passé un argument? Il dit, non, fais ce que tu veux, fais ton boulot, je ferai le mien. Voilà, ça c'était... Et ça s'est soldé comme ça. Et donc je me suis dit, bon, puisque tu veux m'amener là-dedans, je vais faire quelque chose de totalement abstrait, et le ballet s'appelle Abstract. Et lui s'est retrouvé face à une partition. Alors, il lit très bien la musique, Maillot, c'est ça ce qui est... Enfin, il lit les partitions très facilement, donc ça, c'est un gros avantage pour avancer. Mais
ce qu'il a créé était évidemment totalement en dehors de mon contrôle, je ne pouvais pas imaginer. Mais par contre, on se rejoignait sur quelque chose qu'il y a aussi là, qui est une articulation dramaturgique. Un contraste, que ce soit dans le ballet, que ce soit dans l'opéra, que ce soit dans un quatuor à cordes, dans une sonate pour piano, un contraste, c'est quelque chose. C'est une poussée d'adrénaline qui vient se résoudre. Et donc, si vous voulez, il y a quand même des valeurs, des valeurs universelles, des vocabulaires dramatiques. Et celui qui a le plus écrit là-dessus, c'est Mozart, dans sa correspondance. Parce qu'il explique finalement très régulièrement dans les lettres à son père quelle est sa boîte à outils de compositeur. Donc, il y a quelque chose de commun dans la narration, mais évidemment, on ne va pas jusqu'au bout de... Il y a quelque chose forcément de plus abstrait dans le ballet que dans l'opéra. D'ailleurs, vous avez des chorégraphes qui travaillent un ballet avec une musique, puis qu'au dernier moment, on change la musique. Si on prenait la musique d'Armatova et qu'on mettait le livret de, je ne sais pas, de Petit Ours Brun, je pense que ça ne marcherait pas très bien. Alors, je vais faire une dernière question, si tu permets. Hein, c'est toi qui permets. Hein, oui. Non. C'est au niveau du Mont, c'est-à-dire, je crois qu'on est pareil, on se dit qu'il faut avoir aussi une très belle langue au niveau du livret, et donc c'est bien d'avoir des gens qui naturellement écrivent magnifiquement. Mais quelle est déjà la part de squelette de l'histoire que tu as prévue dans ta tête au moment où tu rencontres et où tu travailles avec le librettiste, ou est-ce que c'est complètement ouvert, dans le sens où quand même la dramaturgie musicale, il n'y a que nous qui pouvons la maîtriser à un moment donné? Absolument. Alors, si je prends le prochain dont je ne vais pas parler, là j'avais carrément fait la synopsis. Après, on en a beaucoup discuté, puis le librettisme m'a amené tellement de choses formidables mais on est parti d'un livre dont j'avais fait le découpage. Sur les deux premiers opéras, c'était plus les opéras des librettistes, mais il va sans dire qu'une fois qu'on est à peu près en accord, enfin une fois qu'une synopsis est proposée, c'est finalement là où le compositeur doit quasiment tout prévoir, parce qu'après c'est trop tard. Bien sûr qu'un librettiste, s'il n'est pas trop borné, acceptera qu'on modifie un mot, une phrase, qu'on saute une réplique, qu'on inverse. Mais là on parle de, comme tu le dis très justement, de structuration. C'est très complexe parce que la composition, c'est souvent faire émerger des idées à partir d'intuitions, mais on ne peut pas les avoir totalement fait émerger tant qu'on n'a pas travaillé. Donc, il faut juste avoir une petite intuition de ce qu'on peut faire. Mais le travail le plus important, il est de construire des grands blocs. Combien d'actes? Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de chaque acte? Et je vois dans ce qui est le plus récent, dans le dernier opéra, le travail avec mon librettiste a souvent été de lui dire, tu sais, c'est merveilleux. Alors, le synopsis, ça te donné dans une page. Hein. Mais là, je sais qu'il va y avoir un rapport d'énergie qui n'est pas bon. Que cette scène, elle doit être plus courte. Celle-là, elle doit être plus longue. Alors que je n'avais pas écrit une traître note de cet ouvrage. Et il me disait, je ne comprends pas ce que tu me dis parce que toi, tu as les choses en tête, mais je te fais confiance. Et c'est comme ça qu'on avance. Le compositeur, s'il n'est pas un peu librettiste, il est forcément perdu. Donc, c'est quand même avant tout... Enfin, ce que tu veux me faire dire, c'est que c'est avant tout un ouvrage de compositeur en opéra. Je crois que c'est ça qu'il voulait me faire dire. Merci.